tous pour cette présentation du Pacte territorial en Bourgogne-Franche-Comté sur les entreprises frontalières, comment attirer et fidéliser les travailleurs grâce à des conditions de travail favorables. Ce webinaire de lancement est enregistré, vous avez pu l'entendre sur le webinaire au départ, et sera mis à disposition ensuite sur la page internet de l'ARACT pour les personnes qui ne peuvent pas être là et les personnes qui souhaiteraient revoir ce webinaire. Également, comme ça a été indiqué par mes collègues précédemment, vous avez en bas de votre écran un onglet questions-réponses et nous tâcherons de répondre au fur et à mesure à vos questions et nous enregistrerons également ces questions-réponses et apporterons les réponses que nous n'aurions pas pu apporter en direct. Et également, nous le déposerons sur la page du site internet de l'ARACT dédié à cet appel à projet du FACT territorial. Vous voyez également le calendrier de l'appel à projet sur cette première slide. Et un calendrier plus complet vous sera présenté en fin de webinaire et vous sera renvoyé. Donc, un appel à projet qui est en cours, qui est lancé. Cette présentation aujourd'hui et une fin de dépôt des candidatures au 4 avril 2025. Et vous le verrez, et on vous le présentera un peu plus tard. Nous vous proposerons un incubateur pour les projets qui souhaiteraient être déposés le 6 février prochain. Alors, avant de commencer à vous présenter l'appel à projet du FACT, vous présentez tout de même l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'agence qui est en charge de porter ce dispositif FACT, le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. L'ANACT est un opérateur du ministère du Travail qui a pour mission d'améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Donc administrée par l'État et les partenaires sociaux, une gouvernance tripartite avec les représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs, le paritarisme, et vous le verrez au cours de cette présentation, qui est au cœur de nos actions. Et l'ANACT qui est organisé autour d'un siège à Lyon et ses services qui agissent et accompagnent également, et 16 agences régionales sur les différents territoires. Nos champs d'intervention portent sur la qualité de vie et les conditions de travail, l'égalité professionnelle, la santé et la prévention des risques avec une entrée en prévention primaire, l'accompagnement du changement et des mutations que connaissent les entreprises et l'appui aux acteurs du dialogue social dans les entreprises et sur les territoires. Nos principaux modes d'action portent sur l'accompagnement d'entreprises, la conception et l'animation de dispositifs territoriaux, nationaux et sectoriels, et l'étude, la veille, la formation et la diffusion d'outils et de méthodes auprès des entreprises et des acteurs qui agissent auprès des entreprises. Je vous propose de passer à la suite, Alice. Alors, je vous ai présenté l'ANACT et donc sa direction en région, c'est l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté. C'est l'agence en région pour avoir une capacité d'action, une force d'action au plus près des réalités régionales et des initiatives et des partenaires et des mobilisations régionales. Nous sommes 13 en Bourgogne-Franche-Comté, répartis sur 2 sites, à Dijon et Besançon, et des interventions sur l'ensemble du territoire régional, à destination prioritairement des TPE, PME et PMI de notre région, de manière multisectorielle. Et comme je l'indiquais, avec une clé d'entrée fondamentale pour nous, qui est le paritarisme, à la fois une gouvernance paritaire au sein du comité paritaire régional de l'ARACT, où organisations syndicales et patronales sont représentées, et puis le paritarisme de projet, qui fait que dans chacune de nos interventions, de nos accompagnements, nous sollicitons et nous mobilisons les différentes parties prenantes de l'entreprise, et notamment représentants des salariés et des directions. Nous avons des principes d'action également, une approche globale de l'entreprise, une analyse et des accompagnements basés sur l'analyse du travail et au plus près de ses conditions de réalisation, et comme je l'indiquais, l'implication de tous les acteurs de l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une présentation du FACT territorial que nous lançons à destination des entreprises frontalières sur les enjeux d'attractivité et de fidélisation en mobilisant les leviers des conditions de travail favorables. Notamment, ce sera présenté plus tard par rapport au contexte frontalier suisse.
Aujourd'hui, pour la présentation, je serai accompagné de deux de nos chargés de mission de l'ARAC de Bourgogne-Franche-Comté, Alice Knockert et Florence Laperto, ainsi que notre chargé de mission de la mission FACT nationale, Alix Tarare, qui vous présentera le FACT et ses conditions de mise en œuvre. Nous sommes heureux, je tiens à le dire, de pouvoir déployer cet appel à projet FACT territorial, une expérience qui est menée par l'ANACT depuis 2 ou 3 ans, de pouvoir, en plus des appels à projets nationaux du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, que je vous invite à aller regarder régulièrement, de pouvoir décliner des FACT territoriaux au plus près des enjeux, des besoins des territoires. Et en l'occurrence, cet appel à projet sur les enjeux d'attractivité et de fidélisation dans les contextes frontaliers est monté en partenariat, en organisation avec nos collègues de l'ARACT Grand Est, qui portent un appel à projet sur le même sujet, mais nous avons décidé d'avoir deux notes de cadrage différents pour pouvoir le décliner au plus près de nos territoires respectifs. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter à la fois le FACT, les conditions pour pouvoir y répondre, et plus spécifiquement ensuite le FACT territorial que nous vous proposons, en espérant pouvoir vous apporter un maximum d'éclairage sur à la fois les attendus et les possibilités. Les éléments d'information sont sur le site internet et téléchargeables depuis la présentation. Et encore une fois, je vous invite à poser vos questions et vos réponses sur le petit onglet que vous avez en bas de votre écran, Q&R, et nous tâcherons d'y répondre au fur et à mesure. Alors, quelques mots à présent sur les spécificités de cet appel à projet. Sur la slide suivante, vous avez quelques informations. Donc, comme le disait Aurélien, il s'agit d'un dispositif d'aide publique que l'ANACT gère depuis un certain nombre d'années par délégation du ministère du Travail. Et ce dispositif nous permet de financer des projets de transformation, d'accompagner des initiatives qui font appel à l'expérimentation, qui embarquent un certain nombre d'acteurs. Et c'est pas simplement un financement, c'est aussi un accompagnement avec de l'outillage, avec de l'expertise, qui permettent d'aller un cran plus loin et d'embarquer les questions de la QVCT dans une thématique plus large. C'est aussi, comme le disait Aurélien, que ce soit au national comme au territorial, une initiative intéressante pour développer, consolider des partenariats un objectif créer une initiative multiscalaire qui produise des choses diffusables le plus largement possible. Et puis donc, comme vous le verrez tout à l'heure, on va vous parler de cet appel à projet qui est vraiment spécifique au territoire de la Bourgogne-Franche-Comté et qui tient compte du contexte propre à cette région. Donc, dans cet appel à projet, une enveloppe de 170 000 euros est prévue pour les porteurs de projets qui seront retenus. Et on va le voir sur la slide suivante. Trois types d'actions vont vous être proposées. Actions individuelles et deux types d'actions collectives. Mais avant, on va parler des cibles. Et en fonction de ces typologies d'actions, donc vous allez choisir la typologie d'action, la type d'action qui vous correspond le mieux, sachant que le FACT retient en général plus d'actions collectives que d'actions individuelles. Donc, qui peut bénéficier du FACT? Si vous êtes une entreprise ou une association et que vous avez un projet qui est centré sur votre organisation, que vous avez besoin de faire appel à un consultant pour mener à bien ce projet, alors il s'agit d'une action individuelle. Et à ce moment-là, l'action individuelle, vous pouvez y avoir droit si vous êtes donc une entreprise ou une association de moins de 300 salariés ETP. Si vous êtes un acteur relais, une tête de réseau, et que vous souhaitez embarquer des entreprises et ou des associations de moins de 300 salariés
sur votre territoire pour monter un projet qui sera plus ambitieux qu'une action individuelle et qui permettra d'expérimenter, mais aussi de capitaliser et de transférer. Alors, il vous faudra choisir une des deux propositions d'action collective qui vous seront présentées juste après. Et donc, dans ce cas-là, si vous êtes acteur relais tête de réseau, vous pouvez être une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une organisation syndicale, un réseau d'entreprises, un pôle de compétitivité, un acteur relais sur le champ de l'emploi, de la formation, de l'économie, de l'orientation, des conditions de travail, un service de prévention de santé au travail et, exception, une chambre consulaire, puisque les appels à projets du FACT ne peuvent pas être portés par des organismes publics, excepté les chambres consulaires. Si vous êtes un organisme public, mais pas une chambre consulaire, n'hésitez pas à aller voir du côté du FIACT, qui est l'équivalent du FACT, mais pour les organismes publics, ou de FIRH. Vous trouverez des informations sur Internet et je pourrais éventuellement vous mettre les liens dans l'onglet questions-réponses tout à l'heure. Et si vous êtes une structure publique, mais que vous souhaitez absolument participer à un projet parce que vous êtes déjà en relation avec un porteur de projet privé, il est tout à fait possible pour vous de participer en tant que partenaire en vous impliquant notamment dans le copil du projet. Merci Alice. On va passer à la slide suivante. Alors, vous avez ici un tableau. Dans ce tableau vont être détaillés les trois types d'actions qui vous sont proposées. Et en fait, ce tableau-là résume, vous donne à voir toutes les informations les plus importantes pour que vous puissiez vous dire, ah voilà, moi je me trouve dans telle situation, mon projet a priori c'est celui-là, même s'il n'est pas encore bien déterminé. Voilà où je veux aller et je vois si ça rentre dans les attendus du FACT. Alors, les premières lignes qui sont apparues là, ce sont des lignes qui sont des informations qui sont communes à l'ensemble des trois types d'actions et qui relèvent donc de l'éligibilité et de la sélection des projets. Mais on a une slide un peu plus fournie qu'on verra après, donc je passe rapidement là-dessus. Ce qu'il faut savoir au niveau des financements, et ça concerne aussi les trois actions, c'est que dans tous les cas, le FACT ne pourra pas financer à plus de 80% votre projet. Et s'il y a d'autres financements publics, l'enveloppe globale des financements publics ne devra pas excéder 80%. C'est un point de détail, mais voilà, comme c'est une information commune aux trois types d'actions, j'ai voulu commencer par ça et vous dire aussi que pour chaque projet, vous pouvez financer du temps de travail de votre structure. Vous pouvez faire appel à des partenariats, donc privés, publics. Et aussi, si vous le souhaitez, demander une participation modique aux entreprises ou aux associations qui bénéficieront du dispositif. Donc, en ce qui concerne l'action individuelle, comme je vous le disais, c'est une action qui a vocation à accompagner une entreprise ou une association par le biais d'un accompagnement réalisé par un consultant externe, situé sur le territoire de préférence, mais qui peut être aussi en périphérie. Les parties prenantes, euh, la direction, les managers, les salariés de l'entreprise ou de l'association, les instances représentatives du personnel et le consultant. C'est en fait pour tous les projets portés par le FACT, on demande à ce qu'il y ait une participation active de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, des associations. La démarche est expérimentale et il y a la possibilité de capitaliser aussi sur ce qui a été réalisé pour pouvoir le partager à d'autres entreprises, associations qui pourraient être intéressées par votre démarche. C'est un projet qui dure 1 an.
au bout duquel on va vous demander un bilan de l'action qui a été réalisée et la production de documents, de comptes rendus de réunion, voilà, de retours d'expérience sur ce que ça a pu produire, éventuellement d'outils si des outils ont été créés et comment ces outils vont, ou la méthodologie mise en place va être utilisée. En ce qui concerne les financements, un porteur de projet qui est bénéficiaire d'une action individuelle va être financé à hauteur de 12 jours, à hauteur de 1 000 € par jour maximum, qui seront versés directement au consultant. Donc là, le FACT, l'ANACT verse au porteur de projet qui reverse ensuite au consultant. Euh, Aux porteurs de projet et aux consultants de se mettre d'accord sur la possibilité de disposer de 2 jours supplémentaires pour capitaliser sur ce qui a été mis en place. On va maintenant passer aux 2 actions collectives. Alors, 2 actions collectives légèrement différentes dans les attendus. Mais néanmoins, leur point commun, c'est le portage. Donc, vous avez ici la liste des porteurs de projets qui sont éligibles sur ces 2 types d'actions et dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Voilà. Les spécificités de ces 2 types d'actions collectives, c'est que vous avez d'une part une action collective qui va embarquer 3 à 10 entreprises et ou associations, et d'autre part, une autre action collective qui va pouvoir en embarquer beaucoup plus, mais selon des modalités un peu moins contraintes. C'est-à-dire que dans l'action en vert, action collective interentreprise et ou territoriale, le porteur de projet devra identifier très clairement les entreprises et les associations avec lesquelles il va travailler pour pouvoir ensuite leur proposer, à l'aide du consultant, des temps de travail inter- et intra-entreprise. Dans l'action collective de construction d'outils et de méthodes, les associations et les entreprises peuvent être associées de manière un peu plus diffuse et diverse, selon des modalités un peu plus libres. Et le nom des associations ou entreprises ne sont pas forcément connus tout de suite. Dans les 2 cas, comme pour l'action individuelle, on embarque la direction, les managers, les salariés, les IRP. Il peut y avoir un ou plusieurs consultants, bien sûr des partenaires financiers, institutionnels, techniques. Et pour l'action collective de construction d'outils et de méthodes, il peut y avoir également des prestataires. Des prestataires qui vont aider le porteur de projet à créer un livre blanc, à créer des capsules vidéo, un guide de bonne pratique, un site web, une base de données. Enfin voilà, au niveau de la capitalisation, les possibilités sont très larges. Et la particularité de cette dernière action collective de construction d'outils et de méthodes, c'est que cette capitalisation a vocation à être transférée, diffusée le plus largement possible au réseau du porteur de projet, par le biais notamment des partenaires qui sont embarqués dans le projet, d'où leur importance. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette partie-là. Alice, il doit y avoir une dernière partie, oui. Donc, ces 2 types d'actions durent 2 ans. Lorsqu'un projet est retenu, l'ANACT conventionne avec le porteur de projet sur 2 ans. Le projet peut durer un peu moins de 2 ans, il n'y a aucun souci. Si le projet a besoin de plus de temps parce que pour une raison X ou Y, quelque chose a fait que le calendrier n'a pas été tenu, il est toujours possible de mettre en place, de faire un avenant de quelques mois pour pouvoir prolonger ce projet. Et donc, on va demander au bout d'1 an un bilan intermédiaire avec un certain nombre de justificatifs sur l'avancement notamment, les documents qui ont été réalisés,
ce qui commence à ressortir du projet. Et ce ne sera pas seulement des éléments de méthode, mais on va demander aux porteurs de projet de commencer à expliciter ce que ça a pu produire au niveau du travail en lien avec la thématique, en l'occurrence là, les enjeux liés à l'attractivité et à une situation proche d'une frontière. Et vous aurez un bilan final où on vous demandera le même type de document, mais bien sûr en allant plus loin et en fournissant les outils et les méthodes qui auront été produites tout au long du projet, qui auront été finalisées à ce moment-là. Les modalités de financement ne sont pas les mêmes pour ces deux types d'actions. Dans un cas, dans l'action collective interentreprise et ou territoriale, tout va dépendre du nombre d'entreprises et ou associations embarquées. Ça veut dire qu'il est très important pour nous à l'ARACT et à l'ANACT de connaître précisément le nombre d'entreprises embarquées pour pouvoir déterminer la somme qui sera versée au projet, le cas échéant. Donc, s'il y a 10 entreprises, on fera un calcul de 10 fois 8 000 par entreprise, à raison d'un coût de 1 000 € par jour maximum d'accompagnement par le consultant. Alors, c'est maximum, ça peut être moins, ça peut être plus. Si c'est plus, il faut voir avec le porteur de projet et le consultant pour voir qui finance quoi. Mais le FACT ne pourra pas financer plus de 1 000 € par jour et par consultant. Et il y a une enveloppe de coordination qui s'élève à 6 000 € et qui revient au porteur de projet. Pour une action collective de production d'outils et de méthodes, l'enveloppe peut aller jusqu'à 100 000 € et peut comprendre le temps les frais du consultant, du ou des consultants, mais aussi des prestations externes pour concevoir les outils et les méthodes, mais aussi penser la diffusion. Il peut y avoir du temps consacré par le porteur de projet lui-même, qui peut avoir des ressources en interne pour prendre en charge un certain nombre de choses. Donc vous voyez, dans ces trois actions qui vous sont proposées, l'offre, les possibilités ne sont pas les mêmes, les modalités de financement ne sont pas les mêmes, mais surtout, gardez bien à l'esprit, demandez-vous bien, pardon, au départ où vous voulez aller, quel est le but de votre projet pour choisir le type d'action qui conviendra le mieux à votre projet. C'est très important. De toute façon, nous, on sera là euh, après pour vous aider à consolider votre projet, mais c'est vraiment, enfin, cette slide-là, ça vous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble et de vous dire, voilà, moi je pense que c'est cette action-là qui me convient le mieux. Après, à faire valider ou pas avec l'ARACT pour avoir un deuxième avis, mais voilà, vous avez ici tous les éléments qui vous permettent de décider en toute connaissance de cause si vous souhaitez vous embarquer, si vous souhaitez candidater au FACT. On va passer à la slide suivante. Alors, les projets non éligibles. Dans les projets non éligibles, il y a tous les projets qui auraient déjà commencé. Toutefois, imaginons un projet a déjà commencé, mais ce qui a déjà été réalisé est très circonscrit. Si vous, porteur de projet, imaginez une autre phase qui soit bien détachée de cette première phase déjà réalisée et qui s'appuie sur ce qui a déjà été réalisé, il est possible que ce soit finançable. Mais s'il s'agit d'un projet qui a déjà été financé et que vous cherchez des financements pour le continuer sans qu'il y ait de crantage entre ce qui a déjà été fait et ce que vous demandez, là, le projet ne sera pas éligible.
Si vous déposez une candidature, il faudra également veiller à consolider, mais en amont de la sélection, la recherche des entreprises qui participeront ou la recherche du consultant et la recherche de partenaires éventuels. Le consultant devra être identifié, il devra fournir une méthodologie, un CV et travailler la proposition, la candidature avec le porteur de projet. Et dans le cas de l'action collective numéro 2, les entreprises devront toutes être identifiées. Le FACT ne finance pas d'investissement matériel. Elle ne finance pas non plus la création d'un poste. Elle ne finance pas la mise en place d'une offre de service qui sera ensuite payante. Elle ne finance pas d'action de formation, sauf s'il s'agit d'un petit bout de formation, mais qui s'intègre dans le projet, qui s'articule véritablement avec les attendus du projet et qui permettent d'acculturer, par exemple, une partie de l'équipe à des notions fondamentales qui vont permettre ensuite à cette équipe de pouvoir avancer, cheminer dans le projet en étant dans toute sécurité. Ensuite, ça ne peut pas être un projet de recherche ou d'étude uniquement. Il y a forcément une partie expérimentale dans le projet, qu'il s'agisse d'une action collective ou d'une action individuelle. Euh, le projet doit embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise, à savoir les salariés, les instances représentatives du personnel, les dirigeants, managers, etc. Et le FACT ne finance pas les approches individuelles, c'est-à-dire tout ce qui peut relever du coaching, de la sophrologie, de l'approche psychologique ou d'ateliers de détente de type yoga ou méditation. Merci Alix. Du coup, je vais prendre la suite sur pourquoi cet appel à projet, attractivité, fidélisation en zone frontalière. Donc, aujourd'hui, on sait que les questions d'attractivité et de fidélisation du personnel sont un sujet pour toutes les entreprises. Je pense que ce n'est pas une découverte pour vous, mais ce phénomène est également amplifié en zone frontalière. On va revenir sur le constat tout à l'heure. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur les leviers de conditions de travail, des innovations sociales, des innovations organisationnelles, pour mieux attirer et fidéliser donc, vos collaborateurs et collaboratrices ou vos futurs collaborateurs et collaboratrices. Pourquoi je disais que c'était amplifié en zone frontalière? Ben, on ne va pas se le cacher, le nœud du problème, c'est clairement les différences salariales. Et on observe quand même une augmentation constante des travailleurs frontaliers. Donc, selon les derniers chiffres, on aurait 47 500 travailleurs frontaliers en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui représente une augmentation de 7,2% en un an. Le premier département concerné est le Doubs, suivi du Jura, puis du territoire de Belfort, et enfin de la Haute-Saône, qui, elle, a constaté la plus forte hausse sur les 7 dernières années. On a des secteurs plus particulièrement touchés qui sont ceux, enfin, en particulier l'industrie manufacturière qui est historiquement installée dans notre région, mais également la santé, les services à la personne, la construction, l'agriculture, l'hôtellerie. Il n'y a pas de restriction dans le cadre de cet appel à projet sur les secteurs d'activité parce que tous les secteurs peuvent potentiellement être concernés. Donc ces difficultés, elles s'expliquent notamment par rapport aux différentes caractéristiques des territoires, à l'offre de travail, à la demande de travail. Et en fait, ce qui vient se questionner par rapport à ces caractéristiques qui sont sans cesse, je dirais, re-questionnées par les recruteurs, mais qui peuvent aussi être liées, c'est que ça vient toucher aussi à la question du sens au travail et du sens que chacun peut mettre dans son travail et du coup à des attentes qui peuvent être différentes entre les différentes personnes auxquelles vous pouvez vous adresser
pour les recruter, les fidéliser dans vos entreprises. Du coup, si on parle d'attractivité et de fidélisation, donc nous, la définition qu'on peut se donner à l'ANACT, ça va être la capacité et les moyens mis en œuvre par une organisation pour attirer et recruter des femmes et des hommes avec les compétences dont elle a besoin, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va rechercher des compétences au travers des populations, mais pouvoir aussi accueillir et intégrer dans son environnement et ses modes de fonctionnement les nouvelles recrues. Et on sait que la question de l'accueil et de l'intégration sont des processus qui prennent du temps et qui sont parfois euh, peut-être un peu faits rapidement pour permettre justement une bonne intégration des personnes. Et travailler sur cet accueil peut renforcer la question de la fidélisation dès l'arrivée dans l'entreprise. Fidéliser et favoriser l'engagement dans le travail et dans le collectif, bah, c'est comment on fait pour travailler ensemble euh, au service d'un projet commun dans l'entreprise et du coup permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sur son travail, de pouvoir contribuer au projet de l'entreprise et avoir une liberté d'action aussi dans ce collectif de travail. Et enfin, la question du maintien en emploi et de l'accompagnement des parcours professionnels pour permettre bah, une employabilité tout au long de la vie, faire face aussi peut-être aux épreuves de la vie et du coup permettre vraiment de maintenir en emploi ses collaborateurs. Alors, nous avons émis donc quelques hypothèses, effectivement, hein, par rapport aux différences salariales. On a remarqué, d'après les constats qu'on a faits, que la France et la Suisse ont les mêmes problématiques de différences salariales entre les femmes et les hommes. Donc, agir sur l'égalité professionnelle peut être un levier d'attractivité pour les femmes. On vous fera une focale par la suite sur l'égalité professionnelle, on vous en dira un petit peu plus. Également, donc, renforcer la capacité d'expression des salariés renforce leur pouvoir d'agir et donc le sens au travail, le sens perdu, qui est de plus en plus important à l'heure actuelle, notamment en ce qui concerne également les jeunes générations. Agir sur les équilibres vie professionnelle et vie privée sont effectivement des leviers dans un contexte social qui est en évolution. Il y a de plus en plus de recherches par rapport à ce niveau-là. Et effectivement, la France peut agir par rapport à ça. Il y a d'autres hypothèses par rapport à vos expériences qui peuvent effectivement être faites par rapport à vos réalités professionnelles. Alors, on vous a mis un schéma, effectivement, donc pour vous montrer qu'il y a plusieurs leviers pour agir sur l'attractivité. Ça ne se joue pas uniquement à l'échelle de l'entreprise, mais également à l'échelle du territoire et à l'échelle des branches. L'entreprise, elle, individuellement, elle peut agir sur la qualité de vie et des conditions de travail, le territoire plutôt sur le cadre de vie, alors que la branche peut agir sur l'image des métiers. Ce qui est intéressant, c'est vraiment sur se centrer sur ce que vous voyez en jaune, donc le vivier de main-d'œuvre, les conditions d'emploi et conjoncture. Donc ça, c'est ce qui peut être fait ensemble. Et du coup, avec au centre, on a donc la notion de dialogue social et de dialogue territorial, qui est une notion plus innovante. Et c'est pour ça qu'on recherche effectivement des projets à plusieurs échelles où ces acteurs pourront travailler ensemble. Au niveau des leviers pour agir à la croisée des conditions d'emploi et de travail, donc au niveau conditions d'emploi, on a par exemple assuré donc la sécurité de l'emploi par rapport au statut d'emploi, contrat de travail, salaire, mais également de pouvoir maintenir et promouvoir la santé et le bien-être des salariés par rapport à l'organisation du travail, aux problèmes de santé, mais également par rapport à la prévention des risques professionnels. Dès le départ, effectivement, nous, on agit vraiment sur les risques primaires et pas sur les risques tertiaires. Donc, on va vraiment chercher par rapport aux causes ce qui peut se passer dans les organisations. Donc, développer le management de proximité et faciliter les relations au travail. Développer les compétences et les parcours professionnels. Quand le candidat, effectivement, quand la personne qui est en poste peut voir un parcours professionnel installé, peut y voir plus clair dans son parcours,
effectivement, c'est quelque chose qui peut attirer, mais également fidéliser le collaborateur. Et la conciliation de la vie de travail et de la vie hors travail avec l'équilibre des temps. Là, on vous a mis donc des logiques combinées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il est intéressant et important de pouvoir travailler sur plusieurs logiques en même temps. Là, c'est un exemple qu'on vous a donné, mais agir aussi bien à court terme, moyen terme ou long terme en combinant donc ces actions. Et donc, on voit effectivement la nécessaire coopération entre les acteurs, hein. Pour l'ANACT, effectivement, deux éléments peuvent faciliter cette coopération. Il faut donc partager la compréhension des besoins réels des entreprises et les ressources que le territoire ou les branches professionnelles peuvent mettre à disposition dans les organisations. Donc, agir en complémentarité sur l'ensemble des dimensions relatives à l'attractivité et aux difficultés de recrutement. Nous, on parle vraiment de territoire ressources, c'est-à-dire de la capacité des acteurs à articuler leurs actions et à travailler ensemble. Alors, en termes d'attendus sur les projets, on peut imaginer 4 grands types de projets. Donc, à la fois des démarches d'intervention innovantes qui vont permettre, par exemple, de développer des nouvelles pratiques de recrutement à partir de l'activité de travail. L'idée, ça va être là, par exemple, de s'intéresser vraiment à la réalité du travail vécu pour promouvoir ou travailler différemment autour de ce travail vécu et à comment on va recruter, intégrer des collaborateurs. Pour reprendre qu'a dit Florence précédemment, de travailler sur des pratiques innovantes en termes de management du travail. On pourrait avoir des démarches d'appui méthodologique et d'accompagnement. Donc là, on est plutôt effectivement sur des choses, des démarches collectives, des projets collectifs, euh, pour renouveler des modes de travail, de coopération sur un même territoire, au sein d'une même branche. L'idée étant là de pouvoir agir collectivement et ensemble sur les leviers d'attractivité et de fidélisation, et pas en restant tout seul dans son coin, mais peut-être de promouvoir, par exemple, une marque employeur territoriale, ce genre de choses. Des démarches d'amélioration des conditions de travail. Donc là, l'idée va être de pouvoir articuler les enjeux de conditions de travail, mais aussi de conditions d'emploi. Et enfin, des démarches visant à outiller et accompagner des négociations collectives. L'idée, c'est là de pouvoir agir sur les questions de dialogue social pour outiller les partenaires sociaux, les élus dans les entreprises pour parler de ces questions d'attractivité et de fidélisation dans le cadre des instances de dialogue social et construire collectivement et de manière paritaire euh, le dialogue et les solutions qui pourront être menées. Plusieurs types d'actions possibles. Donc, ça a déjà été dit, mais donc je vais le redire très rapidement, mais des actions qui vont être à l'initiative des entreprises, des actions à l'initiative d'acteurs du territoire ou associer différents acteurs sectoriels ou du thématique spécifique au territoire. L'idée étant, bien entendu, et je pense que vous l'avez compris jusque-là, étant d'encourager des projets qui se veulent collectifs. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je suis une PME, je me fais accompagner par un consultant pour améliorer les conditions d'emploi des femmes en agissant sur leurs conditions de travail. Donc là, l'idée, ça va être de travailler à réduire des écarts salariaux, à améliorer les conditions de travail. Et ça, on serait plutôt dans l'ordre d'un projet individuel. Si on prend le deuxième exemple, je suis un acteur relais territorial. Je propose une action collective à des TPE-PME pour travailler sur la complémentarité d'attractivité du territoire et des structures au travers d'une marque employeur territoriale. Donc là, on retrouve bien cet acteur relais qui se veut au centre d'un projet qui embarque plusieurs entreprises et on travaille à l'échelle de notre territoire en coopération. Un autre exemple, je suis une organisation syndicale, je vais outiller et accompagner mes adhérents sur la question des processus de négociation
en s'appuyant bien entendu sur la réalité du travail fait par les professionnels. Enfin, un autre exemple, je suis un réseau d'entreprises, je coordonne la création d'une offre de services basée sur les besoins de main-d'œuvre de mon territoire. Donc là, l'idée, c'est vraiment, en tant que réseau, de trouver des solutions, en tout cas de rechercher, d'expérimenter des choses pour améliorer l'attractivité du territoire et répondre aux besoins en main-d'œuvre des entreprises. On peut également imaginer être une PME, se faire accompagner de manière individuelle par un consultant pour engager un projet de transition organisationnelle participatif et inclusif. Pourquoi inclusif? Parce qu'on sait que ça fait partie aussi des enjeux d'aujourd'hui d'accueillir des personnes avec des profils très divers au sein des entreprises. Alors, on va passer maintenant donc sur l'égalité intégrée. Pourquoi on va vous parler d'égalité intégrée? Tout simplement parce que maintenant, c'est un critère d'éligibilité indispensable à un projet FACT. C'est pour ça qu'on voilà, on va revenir effectivement sur l'égalité professionnelle. Alors, l'égalité professionnelle, donc c'est un levier pour agir qui peut être donc activé en termes de conditions de travail et en termes de conditions d'emploi. Mais l'égalité professionnelle peut être activée dans chacun des leviers que nous venons de voir, puisque c'est quelque chose de transverse. En général, donc, les entreprises, quand elles ont des questions sur l'égalité, elles pensent plutôt égalité de salaire, obligation réglementaire, et ne voient pas forcément l'égalité professionnelle comme une opportunité. Là, il faut vraiment voir l'égalité professionnelle comme une opportunité dans cet appel à projet, sans se déconnecter effectivement des autres problématiques. Nous, quand on parle du coup d'égalité professionnelle, on parle plutôt d'égalité en termes d'accès ou même de type de droit. On parle de tout ce qui est égalité de traitement, à ne pas confondre justement avec la mixité, qui elle est plutôt une affaire de calcul. C'est-à-dire qu'elle intègre donc à la fois des hommes et des femmes. On nous dit parfois que l'entreprise est mixte. L'entreprise peut être mixte au niveau global, mais pas du tout mixte au sein de ses services. On peut avoir des services uniquement masculins ou uniquement féminins. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller voir à l'échelle des services. On sait qu'il y a des inégalités qui subsistent, mais ce n'est pas en général de la discrimination directe, puisque les obligations légales sont quand même pour la plupart des structures respectées, mais on trouve plutôt des inégalités par rapport à des inégalités structurelles dans les entreprises, par rapport à la répartition du travail, par rapport aux évolutions professionnelles, donc à l'intérieur effectivement des structures. Donc on va rechercher les causes. Donc là, vous pouvez voir le schéma, hein, c'est le modèle des 4 hypothèses qui tente d'expliquer tous les écarts d'accès que l'on peut avoir dans le travail. Donc on essaye effectivement, comme je vous l'ai dit, donc de remonter aux causes et de voir celles qui peuvent expliquer les écarts dans les entreprises. C'est à partir de ce moment-là, hein, à partir uniquement de ce moment-là, on peut identifier les causes qu'on peut mettre en place par la suite, des actions correctives pour pouvoir diminuer les écarts. Donc là, on est vraiment sur des méthodologies qui sont éprouvées par le réseau à travers donc, des interventions qu'on a pu avoir en entreprise. On voit qu'il y a des écarts qui persistent en termes de rémunération, de santé ou de carrière, mais ça s'explique par le fait que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes postes dans les entreprises. Ils ne s'occupent pas non plus les mêmes métiers ou ils ne travaillent pas dans les mêmes secteurs d'activité. Et donc, du coup, on n'a pas forcément les mêmes opportunités professionnelles ou les mêmes parcours professionnels, les mêmes évolutions de carrière. Et donc, effectivement, on n'est pas exposé aux mêmes risques professionnels ou à certaines possibilités. Mais on se rend compte que si on réduit certains écarts dans certains métiers, bah, ça va être profitable aussi bien à d'hommes et de le port de charge. Si on réduit le port de charge,
pour permettre à des femmes d'intégrer une entreprise, ce sera profitable également à un homme, puisque effectivement, ça lui réduira les maux, par exemple les maux de dos qu'il peut avoir, et donc ça sera profitable du coup à sa fidélisation sur le long terme. Donc profitable à tous. Donc là, effectivement, donc l'égalité intégrée, c'est vraiment un levier supplémentaire pour l'attractivité, hein, puisque quand les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, si on se sépare effectivement, si on se prive de la moitié des candidats parce qu'on sait que bah, tel ou tel poste, c'est plutôt féminin ou masculin, on se limite encore plus et on aura encore plus de difficultés à attirer sur ces postes-là. Donc effectivement, il faut renforcer donc l'efficacité de l'organisation en décloisonnant les postes pour permettre de développer de la facilité de remplacement, de la polyvalence et pour maîtriser effectivement les coûts au sein des entreprises. Si on fait en sorte que le poste soit mixte et qu'on intègre des hommes et des femmes, ce sera effectivement plus facile donc, dans les collectifs de travail, il en est de même, puisque si on a une entreprise qui recrute qu'un homme ou qu'une femme, eh ben, ça sera plus compliqué de le fidéliser si on n'a pas pensé en termes d'organisation. Alix, je te laisse prendre la suite sur le processus d'examen des candidatures. Oui, oui, oui. Voilà, vous avez ici dans cette slide une présentation des principaux critères qui sont étudiés par la commission de sélection du FACT. Donc la commission de sélection du FACT qui réunit donc des chargés de mission et bien sûr le directeur de l'ARACT, des personnes de la mission FACT à l'ANACT et puis des partenaires. Parmi ces critères d'éligibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que le projet commence au moment du conventionnement du porteur de projet avec l'ANACT. C'est-à-dire que vous, porteur de projet, dans le kit du candidat que vous allez trouver sur le site web de l'ARACT et sur le site web de l'ANACT, vous allez trouver notamment un calendrier à remplir en fonction du projet que vous aurez ciblé, qui va montrer les différentes phases à mettre en œuvre. Et en fait, la première phase doit débuter au moment du conventionnement, c'est-à-dire que, a priori, là, ça commencerait en septembre 2025. Le projet est porté par un acteur qui ne bénéficie pas à l'heure actuelle d'un FACT. On peut pas bénéficier, enfin, être candidat à un FACT si on a déjà un FACT en cours. Si c'est une action individuelle, le porteur de projet doit être une entreprise ou une association de moins de 300 salariés. Pour une action collective, une tête de réseau, un acteur relais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Très important, le consultant est forcément un consultant externe, sans lien, quel qu'il soit, avec le porteur de projet. Le consultant peut bien sûr avoir déjà travaillé avec le porteur de projet sur d'autres initiatives, mais il ne doit pas avoir de lien avec le porteur de projet, voilà. Il y a forcément une comitologie paritaire et la place d'une expérimentation et des règles budgétaires qui relèvent donc des caractéristiques de chaque action que je vous ai présentée tout à l'heure. Et dans le guide pour candidater, vous avez pour chaque type d'action une fiche exemple, une fiche budgétaire qui vous montre quels sont les attendus pour vous, voilà, pour vous aider en fait à vous y retrouver et à bien comprendre les informations dont on a besoin pour valider votre projet, votre candidature. Ensuite, dans les critères spécifiques,
il y a la réponse aux spécificités de la note de cadrage. Donc, le lien avec la thématique, l'articulation entre la thématique et tout ce qui relève de la QVCT. La réponse à des objectifs de prévention primaire. Au fait, on est toujours sur des projets qui relèvent de la prévention primaire. L'un des objectifs aussi, c'est d'embarquer le plus de salariés possible et de faire en sorte que les projets aient un essaimage le plus grand possible pour en faire bénéficier un maximum de personnes. La démarche proposée, sa pertinence au regard des objectifs fixés. L'articulation de la demande qui est rédigée par le porteur de projet avec l'offre du consultant. C'est bien le porteur de projet qui porte la candidature, mais le consultant joue un rôle important et il est important que cela co-construisent l'offre et articulent les objectifs qu'ils se sont fixés et que que cela transparaisse dans la demande. Bien sûr, la réflexion qui sera faite de l'égalité professionnelle femmes-hommes, la mise en place de partenariats techniques, financiers et institutionnels, surtout pour les actions collectives. On est très sensible à la mise en place de partenariats sur les actions collectives. Et bien sûr, les potentialités de capitalisation. Donc, capitalisation, ce qu'on entend par capitalisation, c'est tout ce qui relève de la mise en valeur des enseignements, des retours d'expérience issus du projet. Et c'est cette capitalisation qu'on veut pouvoir essaimer au plus grand nombre. Alors, du coup, il y a un incubateur qui est prévu le 6 février pour pouvoir vous accompagner. Donc, je vais vous expliquer un peu plus ce que veut dire incubateur, effectivement. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir donc échanger entre pairs, hein. C'est une journée qui sera dédiée vraiment à des moments d'échange pour permettre l'enrichissement donc de vos projets, avec également des apports en matière de qualité de vie et de conditions de travail. Ça vous permettra donc de consolider vos projets et s'il y a des freins, des difficultés, de pouvoir les lever. Et du coup, la participation à cet incubateur donc, ne garantit pas forcément que le projet sera accepté, mais c'est vraiment là pour vous aider. Alice, tu peux passer là. Et donc, du coup, par rapport à ça, donc, il y aura une note d'intention à envoyer avant le 20 janvier. On vous a mis en bas donc un lien où vous retrouverez directement la note d'intention à nous renvoyer. Et si vous ne souhaitez pas participer à cet incubateur, mais c'est quand même vivement conseillé pour qu'on puisse effectivement vous orienter et faire mûrir vos projets, vous pouvez donc faire cette note d'attention donc avant le 4 avril, effectivement, quand même bien en amont pour qu'on ait le temps de pouvoir regarder, puisque le 4 avril étant la date de clôture de cet appel à projet de limite de dépôt. Alors, pour finir, un petit rappel sur le calendrier. Donc là, on est au 4 novembre, ce webinaire de présentation de l'appel à projet qui a été lancé le 17 octobre. Comme Florence vient de le dire, le 20 janvier, la date butoir d'envoi des notes d'intention pour les personnes qui souhaiteraient participer à l'incubateur. La journée d'incubateur qui aura lieu le 6 février, normalement, ce sera à Besançon. Euh, le 4 avril, qui est la date butoir de saisie en ligne des candidatures, avec un comité de sélection des projets qui aura lieu le 13 mai pour un début, donc une notification dans le mois à suivre, et un début des projets en septembre avec une durée de projet de 12 à 24 mois en fonction de la typologie de projet que vous aurez choisi. Pour aller plus loin, vous aurez tous les liens sur le support qui vous sera envoyé. Nous vous remercions tous pour votre participation à ce webinaire et on vous laisse quelques minutes pour poser les questions que vous n'auriez pas pu poser jusqu'à maintenant dans le chat ou qui resteraient en suspens.
Et merci encore de votre participation, de vos questions et de votre intérêt pour cet appel à projet. Alors, je vois des personnes qui lèvent la main dans le chat, mais on peut pas recueillir enfin, on peut pas vous faire parler. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace Q&R et puis on y répond en live. On attend vos questions. Alors, l'appel à projet a-t-il déjà été lancé ou est-ce la première édition? Je vous laisse répondre. C'est une première édition. Le FAC, le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, portait pendant longtemps uniquement des appels à projets nationaux et sectoriaux. Depuis 3 ans, sont expérimentés des appels à projets territoriaux, régionaux ou interrégionaux. Et c'est dans ce cadre-là que pour la première fois, un appel à projet spécifique Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, où on a des notes de cadrage pour chaque région, mais sur un sujet commun, est lancé. Donc c'est le premier appel à projet du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail qui porte pour la Bourgogne-Franche-Comté, et plus spécifiquement au sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est l'attractivité et la fidélisation dans le contexte frontalier, et concerne les entreprises qui sont situées dans les bassins d'emploi frontaliers. La liste de ces bassins d'emploi est explicitée dans la note de cadrage. Je vais essayer de vous les donner de tête, mais on a Belfort, Montbéliard, Morteau, Pontarlier, Saint-Claude, Lons et en Héricourt. Haute-Saône et Récourt. Voilà. Alors, on a une autre question sur l'éligibilité et le nombre de salariés. Alors, si le projet est porté par une tête de réseau, un acteur relais, c'est forcément une action collective. Ce qui veut dire que le porteur de projet n'est pas soumis à cette obligation d'avoir moins de 300 salariés ETP. Ça va concerner en revanche les associations et les entreprises que le porteur de projet va embarquer dans son projet. Une question de France Travail également. Comment pouvez-vous être considéré dans le cadre de ces projets-là? Alors effectivement, France Travail ne peut pas être porteur de l'action collective. Par contre, il est tout à fait possible de relayer et d'appuyer des porteurs d'action collective qui pourraient être concernés, et d'être participants au comité de pilotage de ces projets-là. Et en l'occurrence, il pourrait y avoir tout intérêt justement d'avoir un acteur comme France Travail associé au comité de pilotage. Vous avez potentiellement d'ailleurs des dispositifs qui peuvent être complémentaires aux actions qui seraient portées dans le FACT, et donner une cohérence à la fois d'action territoriale, d'action d'opérateurs de l'emploi, et là d'action sur les conditions de travail qui pourraient avoir un intérêt particulier dans la qualité des projets et l'innovation des projets qui croiseraient ces enjeux-là. Voilà. Donc France Travail ne peut pas être porteur, mais tout à fait diffuser soit aux acteurs que vous connaissez, et puis potentiellement d'être associé au comité de pilotage. On a aussi une question sur les pièces à fournir lors du dépôt du projet. Alors, je vous invite à consulter le kit du porteur de projet que vous devez avoir sur le site, sur la page web de l'ARACT et sur celle de l'ANACT, c'est sûr. Donc, un kit que vous pouvez télécharger. Vous avez 3 dossiers, un pour chaque type d'action. Et tout est détaillé dans ce document. Vous avez même la trame du formulaire que vous aurez à remplir sur des marches simplifiées avec toutes les informations dont nous avons besoin pour bien prendre connaissance de votre projet. Et effectivement, il est souligné que le processus peut être lourd, et en particulier pour nos cibles de PME. C'est vrai, et c'est pour ça que nous incitons fortement à essayer de s'orienter vers des projets inter-entreprises avec un acteur relais qui permettrait de consolider aussi à la fois le dépôt du dossier, sa coordination. Donc voilà, on ne peut que vous inciter à partir en inter-entreprise avec des organisations territoriales, syndicales. Vous voyez quelqu'un qui parlait de la CAPEB tout à l'heure. Ça peut être des organisations professionnelles, ça peut être des chambres consulaires, ça peut être des associations ou syndicats sectoriels. Voilà. On ne peut que vous inciter à essayer d'engager en inter-entreprise. Une question aussi sur l'éligibilité des dépenses.
Alors, pour une action individuelle, ben, on prend en charge les frais du consultant. Sur une action collective interprofessionnelle ou professionnelle, on prend en charge aussi les frais de consultant et les frais de coordination du porteur de projet. Et sur une action collective de production d'outils et de méthodes, donc il y a les frais de consultant, il peut y avoir des frais de prestation, donc tout ce qui peut être réalisation de l'outil, faire appel à un vidéaste, faire appel à un designer. Enfin, les possibilités sont très diverses. On peut aussi financer une partie du temps de travail du porteur de projet dans la coordination ou dans la prise en main de la communication, par exemple, qui sera faite autour du dispositif. Sur ces questions de prise en charge, je vous incite à revoir la slide qui a été présentée tout à l'heure avec le tableau de présentation et puis les informations qui sont présentes également sur la page du site internet dédié au FACT qui explicite aussi cela. Je vois une question aussi autour d'une action qui pourrait avoir lieu, par exemple, à Pontarlier, pour une agence sur Pontarlier, alors que le siège social est à Besançon. Est-ce que vous êtes éligible? Là, je vous inciterai à préciser, peut-être dans la prise de contact, en préparant la fiche action, le cadre, ce que vous souhaitez faire et voir si ça peut être éligible. Si on est sur une action qui vise à prendre le contexte frontalier particulier et à mettre en place une dynamique sur les enjeux de conditions de travail, d'équilibre vie pro-vie perso, sur les enjeux d'égalité intégrée, par exemple, ou d'autres management, ça peut être envisageable. Mais voilà, je vous invite d'abord à préciser un petit peu l'idée de projet, de voir avec nous. Ensuite, en prenant attache avec Florence Laperto ou Alice Knott-Kaert pour creuser ces éléments-là. Question sur le financement encore. Si c'est un projet collectif, le financement est de 70%. Il est au maximum de 80% de financement public. Qu'il s'agisse uniquement d'un financement du FACT ou d'un cofinancement FACT plus un partenaire public qui aurait été associé à votre projet. Donc, quel que soit le type d'action choisi, le FACT ne pourra pas financer le projet à plus de 80%. Et les autres questions qui restaient ont été répondues en direct par écrit par Florence. Merci Florence. Je ne vois plus de questions là en direct. Nous avons tenu le temps. On souhaitait faire un webinaire court, mais vous apporter un maximum d'informations. Donc, merci à tous ceux qui ont pu rester sur cette heure. Le webinaire enregistré sera mis à disposition. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Alice Knockert et Florence Laperto. Je vous invite à coucher des premières idées de projet ou d'intention de montage de projet avant, via notamment la fiche intention qui permettra de faciliter cet échange, cet entretien. Bonne Merci. journée, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à Bonne vous. journée à tous.